Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre webinaire de rentrée sociale qu'on a intitulé Moments social. Alors, ce sont des moments qu'on va essayer de reproduire 3 ou 4 fois par an pour vous tenir informé de toute l'actualité sociale avec notre équipe spécialisée. Euh, donc, je vais vous présenter en quelques mots PKF Arcilon pour les gens qui nous connaîtraient peut-être pas. Donc, PKF Arcilon, c'est un cabinet indépendant, un cabinet d'audit, d'expertise comptable et aussi de gestion sociale et RH. On compte à peu près 850 collaborateurs aujourd'hui sur 30 bureaux, donc on est un petit peu partout en France et 70 associés. Donc sur la partie sociale et RH, on a vocation à vous accompagner tous les chefs d'entreprise sur les aspects paye et social, mais aussi juridique, RH et SIRH. Et nous appartenons à un réseau international qui s'appelle PKF, là qui nous permet de vous accompagner aussi sur d'éventuelles installations à l'étranger. Donc ça nous permet de vous mettre en contact avec des confrères qui pourraient être en Espagne, en Grèce ou autres, si vous avez des besoins d'implantation à l'étranger. Donc voilà, comme je le disais en préambule, PKF Arcilon, c'est euh, un cabinet d'expertise comptable qui vous accompagne sur toutes vos problématiques. Aujourd'hui, on est là pour parler social et RH. Donc, on a des sujets à vous présenter en matière de paye, en matière de protection sociale et de pouvoir d'achat. Donc, je laisse la main à Céline qui va vous présenter notre sommaire de cette matinée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette matinée d'actualité sociale. Donc, au menu, on aura une thématique droit du travail avec des modifications concernant l'organisation des élections du CSE dans les entreprises jusqu'à 20 salariés, la durée de la période d'essai et les congés payés pendant la période d'un arrêt maladie. Ensuite, nous aborderons des thématiques de protection sociale avec un sujet sur la mutuelle et le cas de dispense, la protection en cas d'interruption spontanée de grossesse et la réduction d'affiliation pour prétendre aux indemnités journalières de sécurité sociale en cas de congé maternité, paternité ou adoption. Le volet suivant sera plus axé sur la paye avec les explications concernant le net social et également la réforme du régime des indemnités de rupture conventionnelle et de retraite. Et on va vous faire, c'est pas une nouveauté, mais un rappel suite à notre retour d'expérience concernant les contrôles URSSAF sur l'utilisation des véhicules d'entreprise. Et nous clôturerons cette matinée par le pouvoir d'achat des salariés avec le projet de loi concernant le partage de la valeur de l'entreprise qui transpose l'accord national interprofessionnel sur le sujet qui a été signé au printemps et également un rappel et la suite concernant les évolutions au niveau de la prime de partage de la valeur que tout le monde, je pense, commence à bien connaître. Et je cède la parole à Annette Gemma pour démarrer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer cette première partie dédiée au droit du travail avec cette première thématique sur les élections du CSE dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés. Donc, dans ces entreprises, que se passe-t-il en cas de carence de candidats dans les 30 jours suivant l'information qui a été faite au personnel sur l'organisation des élections professionnelles? Donc, à la question « L'employeur est-il tenu d'organiser le scrutin ?», on a eu une évolution le 8 août 2023. Alors, pourquoi? Pour revenir un peu avant ce changement qui a eu lieu le 8 août 2023. Donc, pour rappel, on a une disposition dans le Code du travail qui permet aux entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés de ne pas inviter directement les organisations syndicales, de d'abord procéder à l'information sur la tenue des élections auprès des salariés. Et si aucun salarié ne se porte candidat dans un délai de 30 jours, cela permettait à l'employeur de faire un PV de carence et donc d'arrêter le processus électoral à ce moment-là et de ne pas organiser les 2 tours. Donc, avant le 8 août 2023, l'administration avait une position différente du Conseil constitutionnel et elle considérait donc qu'on n'avait pas organisé l'élection si on avait une carence de candidats dans ce délai de 30 jours. Délai de 30 jours qui courait donc à compter de l'information faite à vos salariés.
Depuis le 8 août 2023, on a une nouvelle version de ce PV de carence. Donc aujourd'hui, c'est un PV de double carence. Et désormais, l'administration s'est ralliée à la position du Conseil constitutionnel et l'employeur devra, dans tous les cas, organiser les 2 tours des élections professionnelles, même en cas de carence de candidature dans ce délai de 30 jours. Donc en fait, la dispense qui existait a été supprimée depuis le 8 août 2023. Je vais donc laisser la parole pour le sujet suivant concernant les durées de période d'essai. Oui, merci Nedjema. Bonjour à tous. Sur cette actualité-là, elle concerne les nouvelles durées de période d'essai qui sont applicables à compter du 9 septembre 2023. Donc entre 2008 où il y a eu une évolution sur les durées de période d'essai et septembre 2023, il y avait ce qu'on appelle un régime dérogatoire qui permettait d'appliquer notamment des durées de période d'essai plus longues que celles prévues par le Code du travail si ces périodes d'essai étaient prévues par votre convention collective, l'accord de branche, sous réserve que celui-ci ait été conclu avant le 26 juin 2008. Donc, il y avait ce qu'on appelle une dérogation et on pouvait appliquer des périodes d'essai plus longues que celles prévues par le Code du travail. À compter du 9 septembre 2023, cette dérogation est supprimée et donc nous devons respecter les durées maximales de période d'essai prévues par le Code du travail. Alors là, j'entends uniquement, on parle de période d'essai pour les CDI. Là, on ne parle pas du tout de la période d'essai des CDD qui reste le calcul identique à ce qu'on applique aujourd'hui. Donc, suppression des durées de période d'essai plus longues que celles prévues par le Code du travail. Qu'en est-il des périodes d'essai plus courtes que les durées légales de travail? Alors, elles ne sont plus applicables depuis le 1er juillet 2008, donc date à laquelle il y a eu ces nouvelles durées de travail prévues par le Code du travail. Pour les accords de branche, donc accords de branche, ce sont les conventions collectives qui ont été conclues jusqu'au 25 juin 2008. Par contre, si votre convention collective s'est mise à jour, les partenaires sociaux ont négocié pour que les périodes d'essai plus courtes restent applicables au-delà du 25 juin 2008, donc, on a donc une convention collective qui a été mise à jour à compter du 25 juin 2008 où un accord d'entreprise peut également prévoir la mise en place de périodes d'essai plus courtes. Dans ce cas-là, celle-ci reste applicable. On vous a recenser toutes ces règles-là dans un petit tableau. Donc, sur les premières lignes, vous avez donc les durées maximales qui sont prévues par la loi pour un CDD. Donc là, vous le voyez, c'est pour un CDI, pardon. Donc là, c'est en fonction des catégories de salariés. Vous avez également le renouvellement. Après, je vous expliquerai, je vous rappellerai en tout cas les règles du renouvellement. Et donc, sur la deuxième partie de ce tableau, vous allez retrouver les dérogations à ces durées maximales. Donc, comme je vous le disais, toutes les durées maximales au-delà des durées de travail légales ne sont plus applicables, quelle que soit la date à laquelle votre accord de branche a été conclu. Et pour les durées de période d'essai plus courtes, si votre accord de branche a été conclu avant le 26 juin, elles sont inapplicables. En revanche, si votre convention de branche a été conclue postérieurement au 26 juin, elle reste donc applicable. Donc, petit rappel sur les règles régissant la période d'essai pour les CDI. Donc, l'existence de la période d'essai, elle ne se présume pas. Cela signifie qu'elle doit impérativement être inscrite dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail pour être opposable à vos salariés. Et donc, on doit bien indiquer que cette période d'essai existe et qu'on doit en fixer la durée on doit mentionner cette durée dans le contrat. Sinon, elle n'est pas opposable aux salariés. Concernant le renouvellement, donc la période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois si votre accord de branche, donc la convention collective, le prévoit et que vous avez bien prévu ce renouvellement dans le contrat de travail. À défaut, on ne pourra pas renouveler la période d'essai. En tout cas, il y a un risque. Par ailleurs, pour renouveler la période d'essai, vous devez impérativement requérir l'accord écrit de votre salarié avant le terme de la période d'essai initiale. Donc, il est préférable d'établir un avenant au contrat de travail qui va vous permettre le renouvellement et dans le même temps, vous aurez l'accord écrit du salarié pour renouveler sa période d'essai.
Voilà, donc je vais passer la parole à Céline pour le sujet brûlant de la rentrée, qui est l'impact de la maladie sur les congés payés. Alors, juste avant de démarrer, n'hésitez pas à poser au fil de l'eau vos questions dans le chat et on tentera d'y répondre au fil de l'eau également pendant la présentation. Alors, les congés payés et la maladie. Donc, eh bien, tout simplement, notre droit français n'était pas en conformité avec les règles de l'Union européenne et notamment la Charte des droits sociaux européenne. La Cour de cassation a rendu 3 arrêts le 13 septembre 2023. Donc, je pense que pour notre public RH, c'est pas, vous l'apprenez pas, hein, donc vous en avez probablement entendu parler. Donc, désormais, un salarié qui est en arrêt maladie, que ce soit pour la maladie de droit commun ou pour l'origine professionnelle, continue d'acquérir des congés payés, et cela quelle que soit la durée de cet arrêt. Donc, jusqu'à présent, lorsqu'un salarié était en arrêt suite à accident du travail ou maladie professionnelle, l'acquisition des congés payés était limitée à 1 année. Donc, les juges de la Cour de cassation, dans leur rendu de décision, ont prévu d'écarter l'application du Code du travail, de la disposition de l'article du Code du travail qui prévoyait cette limite d'acquisition à 1 année. Et pour permettre de continuer à acquérir des congés payés pendant l'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Concernant la maladie de droit commun, c'est le même régime désormais qui doit s'appliquer. Donc jusqu'à présent, quand un salarié était en arrêt de travail pour maladie, il n'y avait pas d'acquisition de congés payés. En pratique, la plupart du temps, quand l'arrêt durait moins de 4 semaines, il y avait bien les 2 jours et demi ou les 2,08 jours, selon la modalité de décompte, qui étaient crédités dans le compteur congés payés au niveau du logiciel de paye. Donc là, désormais, il y aura plus cette limite, hein, et donc les salariés vont continuer d'acquérir des congés payés. Donc, quand les arrêts sont de courte durée, il ne va pas y avoir de réel impact. En revanche, dans les entreprises qui ont des arrêts de longue durée, eh bien évidemment, cela va avoir un impact, et l'impact, il est déjà présent, puisque cet arrêt ne s'applique pas à compter du 13 septembre. Clairement, il est venu dire que le droit du travail français n'était pas en conformité avec le droit de l'Union européenne. Et donc, avec l'effet des prescriptions, un salarié peut venir demander soit de prendre ses congés payés, puisque le délai de prescription pour l'exercice du droit à congés payés est de 2 ans, soit, s'il a quitté l'entreprise, le paiement de ses congés payés sur 3 années, puisque c'est le délai de prescription pour les créances salariales. Et il pourra exercer ce droit devant les prud'hommes si l'employeur n'accède pas favorablement à sa demande dans un délai de 3 ans à compter de la rupture de son contrat de travail. Donc, vous vous doutez bien que dans les entreprises qui rencontrent des salariés qui ont des salariés avec des arrêts de longue durée, cela va avoir un impact très important. Et donc, il serait possible de limiter cet impact, et notamment en limitant, alors pas le volume d'acquisition des congés payés, mais en limitant en fait la possibilité de report de la prise des congés payés. Parce qu'au-delà de l'impact financier, eh bien, vous risquez d'avoir des salariés qui ont été en arrêt pendant 3 ans, qui reprennent après 3 ans d'arrêt, visite de reprise, apte au travail, et qui vont vous dire, mais attendez, moi j'ai mes 3 années de congés payés, donc 90 jours, ben, que je vais poser maintenant. Donc, il va falloir organiser également cette prise de congés payés. Et donc, par accord d'entreprise, il sera possible de limiter le report. Et donc, en la matière, la Cour de justice de la Communauté européenne a eu à se prononcer en considérant qu'une durée de report de 15 mois était raisonnable. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette durée de report soit plus importante que la période de référence. Et la période de référence est déjà pour l'acquisition des congés payés et d'1 année. Donc voilà, 15 mois, ce serait une durée raisonnable par rapport à la possibilité de gérer le report des congés payés. Donc oui, cette décision, en fait, elle a un effet rétroactif. Donc je réponds à une question posée dans le chat. Et effectivement, si vous avez une salariée qui est en arrêt depuis plusieurs mois,
eh bien, il faudrait lui compter ses congés payés qu'elle est en train d'acquérir et qu'elle puisse les prendre après. Donc, il y aura une décision d'entreprise en fait à prendre, hein, c'est-à-dire est-ce que on applique la nouvelle règle à partir de maintenant? Est-ce qu'on régularise les situations qui sont déjà en cours ou est-ce qu'on ne bouge pas et on attend d'avoir des demandes de salariés? Mais quoi qu'il en soit, s'il y a des demandes de salariés et que l'employeur n'y fait pas droit, eh bien, ces derniers pourront tout à fait assigner leur employeur au prud'homme pour demander soit l'exercice de leurs droits à congés payés, soit le paiement de ces congés payés acquis et qui n'ont pas pu être pris dans la mesure où le contrat a été suspendu. Est-ce qu'il y a des questions? Et oui, la présentation pourra être téléchargée. Alors oui, l'accord d'entreprise peut être mis en place sans CSE dans certaines conditions via un référendum avec les salariés et ça, c'est fonction également de l'effectif de l'entreprise. Donc après, ça nécessite une étude au cas par cas. Bon, s'il y a peut-être des questions tout au long de cette présentation, on essaiera d'y répondre par la suite pour pouvoir avancer. Peut-être là, arrêt. Alors, l'arrêt pathologique maternité, c'est aussi applicable. Je pense que, alors à vérifier, hein, mais il me semble que ça suit le même régime que pour un arrêt maternité, pour un congé de maternité. Donc oui, c'est applicable. On va passer peut-être à la suite. Donc, sur le prochain thème qui concerne la protection sociale, première actualité également qui risque de bousculer un petit peu peut-être les pratiques ou qui risque de nous poser pas mal de questions sur nos pratiques, ça concerne la mutuelle et notamment le cas de dispense particulier, un cas de dispense particulier. Donc, juste pour rappel, le contexte. Toute entreprise, dès lors qu'elle a un salarié, doit obligatoirement mettre en place la mutuelle d'entreprise collective et obligatoire. Et donc, cette mutuelle d'entreprise va bénéficier de ce qu'on appelle un régime social de faveur, puisque les cotisations patronales sont exonérées. Il y a une exonération de cotisations patronales sur cette mutuelle, sous réserve que votre mutuelle, vos garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire. Donc ça, c'est le principe de base. Il y a des exceptions à ce principe et vous avez donc la possibilité de faire bénéficier de cas de dispense d'affiliation pour vos salariés. Ces cas de dispense sont énumérés dans le Code de sécurité sociale et plus particulièrement dans le bulletin officiel de sécurité sociale, qui est un document très important puisqu'on a l'ensemble des règles relatives à la sécurité sociale qui sont recensées sur ce site et qui sont opposables à tout assuré à compter depuis septembre 2022. Donc, c'est un document très important. J'y reviendrai par la suite. Donc, parmi ces cas de dispense autorisés, on retrouve le salarié qui bénéficie d'une mutuelle, de la mutuelle de son conjoint en qualité d'ayant droit. Donc, ça, c'est la dispense qui est prévue. Dans cette affaire, on a un salarié qui a réclamé à son employeur le remboursement des cotisations prélevées au titre de sa mutuelle d'entreprise au motif que son employeur lui a refusé une dispense d'affiliation. Il demandait cette dispense parce que lui considérait qu'il n'avait pas à adhérer à la mutuelle de l'entreprise parce qu'il était par ailleurs, affilié à la mutuelle d'entreprise collective de son conjoint en qualité d'ayant droit. Alors, non pas à titre obligatoire, c'était pas dans cette mutuelle-là, n'obligeait pas les ayants droit à être affiliés à cette mutuelle, mais à titre facultatif. Donc, la question qui s'est posée, c'est est-ce que cette dispense est autorisée ou pas? Donc, l'administration, la sécurité sociale, la direction de la sécurité sociale avait établi une circulaire en 2013 qui disait que
pour pouvoir bénéficier de cette dispense, le salarié devait être affilié en qualité d'ayant droit à la mutuelle de son conjoint. Je prends l'exemple du conjoint, c'est le plus simple, à titre obligatoire. Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de 2019 avait confirmé cette position de la sécurité sociale, de la direction de la sécurité sociale, et avait dit effectivement cette dispense est valable si l'ayant droit doit obligatoirement être affilié à la mutuelle de son conjoint à titre obligatoire. Cette circulaire, à l'entrée en vigueur du BOSS, a été abrogée. On ne la retrouve plus, cette circulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que également la deuxième chambre civile traite vraiment de tout ce qui est contentieux lié à la sécurité sociale, donc redressement URSSAF. L'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, du 7 juin 2023, est un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation qui, elle, traite du contentieux prud'homal, donc les litiges entre employeurs et salariés, et non pas tout ce qui a trait au redressement URSSAF. Donc, cette solution, elle vient un peu chambouler le paysage lié à ces cas de dispense, ce cas-là de dispense particulier, puisque la Cour de cassation donne droit au salarié et lui dit, oui, vous auriez dû bénéficier de cette dispense d'affiliation chez votre employeur, parce que peu importe que la mutuelle d'entreprise de votre conjoint vous oblige ou pas, qu'elle soit facultative ou obligatoire pour les ayants droit, il s'agit bien d'un cas de dispense qui vous permet de le faire jouer auprès de votre employeur. Et donc, il a pu récupérer, il a été remboursé des cotisations qui avaient été prélevées par son employeur à ce titre-là. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation qui traite le contentieux prud'homal, mais on n'a pas de position claire de la part du boss. Le boss n'est pas très clair sur ce point-là. Donc, on espère que le boss va prendre une position et qu'on pourra se baser sur cette position pour pouvoir vous conseiller et voilà, vous guider. Mais aujourd'hui, effectivement, cet arrêt risque d'avoir un impact si l'administration suit la position de la chambre sociale. Voilà. Si vous avez des questions, alors certains apprentis. Pardon. Oui, alors parmi les cas de dispense, il faut aussi voir donc ça, vous le retrouvez dans le BOSS. Il faut aussi voir les CDD, donc les apprentis notamment. Il y a des périodes, des durées en fait qui permettent d'être dispensés. Donc ça, il faut vérifier sur le BOSS comment c'est rédigé pour ces cas particuliers d'apprentis. Alors, c'est le remboursement des cotisations. On est sur une prescription triennale, hein, donc 3 ans. Donc, il y a un risque de réclamation sur 3 années. On va passer au sujet suivant. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et on y répondra par la suite. Bah, a priori, effectivement, ce serait le cas. Il n'y aurait plus besoin. Mais dans le doute, peut-être continuer à demander un justificatif avec toutes les mentions, enfin, à mon sens, hein, voilà, si possible. Après, si vous avez un salarié qui vous présente une dispense sans cette mention de mutuelle famille obligatoire, c'est là où bah, voilà, on a un arrêt de la Cour de cassation qui nous dit que c'est possible, on peut partir sur ce cas de dispense. Et puis le boss qui n'est pas clair à ce sujet. Donc voilà. Oui, normalement, il faut demander le justificatif tous les ans. Et la dispense, donc le salarié vous remet une demande de dispense et il vous présente également un document, une attestation de la part de l'employeur de son conjoint, comme quoi il est bien affilié à cette mutuelle, à sa mutuelle d'entreprise en qualité d'ayant droit. On va passer à la suite et puis on reprendra vos questions si vous êtes d'accord. Donc, prochain sujet c'est NEJEMA et ça concerne l'interruption spontanée de grossesse.
Merci Tiffany. Donc effectivement, concernant l'interruption spontanée de grossesse, on a une loi du 7 juillet 2023 relative à la protection des victimes de fausses couches qui a instauré 2 nouvelles mesures protectrices pour améliorer l'indemnisation des femmes victimes de cette épreuve. Donc la première mesure consiste à supprimer le délai de carence pour le versement des IJSS. Donc les indemnités seront désormais versées dès le premier jour d'arrêt de travail, sans délai de carence. Et la seconde mesure consiste à protéger donc ces femmes victimes de fausses couches contre le licenciement. Donc pendant les 10 semaines qui suivent une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée qui a eu lieu entre la 14e semaine et la 21e semaine d'aménorrhée, on a une protection contre le licenciement. Alors, cette protection, bien entendu, elle s'applique sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour des raisons non liées à l'état de santé de la salariée, forcément. Sinon, si c'était en lien avec l'état de santé, on serait sur des motifs discriminatoires. Cette protection ne peut bien évidemment pas faire obstacle à l'arrivée à échéance d'un CDD. Donc, par rapport à l'entrée en vigueur de ces mesures. Sur la première mesure, pour la suppression du délai de carence de 3 jours, la disposition va s'appliquer aux arrêts de travail qui seront prescrits à compter d'une date qui sera précisée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024. Par contre, une petite précision concernant le délai de carence qui est applicable pour l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, on reste sur le délai de 7 jours. Il n'y a pas eu de modification, donc on reste sur le délai de 7 jours qui est prévu par le Code du travail, sauf si votre convention collective prévoit un délai plus favorable pour la salariée. Concernant la deuxième mesure sur la protection face au licenciement, cette mesure est déjà en vigueur. Elle est entrée en vigueur depuis le 9 juillet 2023. Donc à ce jour, elle est applicable. Du coup, je laisse la parole pour le sujet suivant sur la réduction de la durée d'affiliation pour prétendre aux IJSS maternité, de paternité ou d'adoption. Donc, c'est un décret qui est paru cet été, le 17 août 2023. C'est pas non plus une très grande révolution, mais ce décret, en fait, réduit la durée d'affiliation qui était de 10 mois en la passant à 6 mois pour ouvrir droit aux indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, c'est que les indemnités de la sécurité sociale, hein, dans le cadre des congés de maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et de l'adoption. Donc, juste la condition d'ouverture des droits, donc désormais, c'est d'avoir cotisé au cours des 6 mois civils précédant le départ en congé sur des rémunérations au moins égales à 1015 fois le SMIC horaire ou avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois ou 90 jours précédents. Donc, jusqu'au 20 août 2023, date d'entrée en vigueur du décret. En fait, il est rentré en vigueur le 21 août parce qu'il y a publication au JO. Ça rentre en vigueur 24 heures après. Mais je crois que le jour où ça devait rentrer en vigueur tombait un dimanche, donc c'est rentré en vigueur le lundi. Donc, il faut être affilié à la sécurité sociale. Donc, il fallait, donc jusqu'au 20 août 2023, être affilié à la sécurité sociale depuis au moins 10 mois à la date présumée d'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer. Et après, donc à partir du 21 août, la durée d'affiliation donc, passe à 6 mois à la date présumée d'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer. Il y a eu un aménagement de prévu, notamment en cas de départ avant la date officielle du congé de maternité pour les futures mamans qui partent dans le cadre de la grossesse pathologique, c'est-à-dire les 2 semaines précédant le départ en congé. Dans ce cas-là, la nouvelle disposition va s'appliquer si elles avaient dû partir normalement après le 20 août en congé maternité. Donc, il y a une adaptation qui a été prévue par ce décret. On peut passer au point suivant, donc relatif aux thématiques liées à la paye. Alors, premier sujet qui est une nouveauté, on va dire, de juillet 2023, mais l'arrêté date quand même du 31 janvier 2023. Ça concerne le net social. Alors, vous avez dû le remarquer hein, sur les bulletins de salaire. Depuis cette date, depuis donc juillet 2023, nous avons une nouvelle mention obligatoire qui doit être précisée. Il s'agit donc du net social. Alors, qu'est-ce que c'est le net social? Ça n'a rien à voir avec le net à payer ou le net à payer avant impôt ou le net fiscal ou le net imposable. Ce net social, il est simplement là pour
permettent de simplifier les démarches et les renseignements concernant les bénéficiaires de prestations sociales, type RSA ou prime d'activité. Donc, ce net social va permettre de reporter cette information sur les demandes que peut faire votre salarié qui est bénéficiaire ou qui peut prétendre à ce type de prestations sociales. Donc, c'est une mention obligatoire. Certains salariés n'en auront pas vraiment besoin parce qu'ils ne seront pas forcément bénéficiaires de ces aides-là. Mais c'est une mention obligatoire qui doit maintenant désormais figurer sur les bulletins. Ça correspond en fait aux revenus bruts que perçoit le salarié, déduction faite des cotisations et contributions sociales, légales ou conventionnelles obligatoires. Donc, comme là, on vous a indiqué quelques éléments que l'on prend en compte en fait pour déterminer ce montant net social. À partir de janvier 2024, il faudra le déclarer en DSN. On peut déjà le faire de manière anticipée. Et donc, l'objectif, c'est d'éviter les fraudes, d'éviter les erreurs sur ces prestations. Voilà, donc on va passer au sujet suivant concernant la réforme du régime des indemnités de rupture conventionnelle qui va être traité par Nedjema. Merci Tiffany. Donc effectivement, les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite ont désormais un nouveau régime social applicable au 1er septembre 2023. Donc tout d'abord, concernant l'indemnité de rupture conventionnelle, donc c'est la somme que vous versez aux salariés dès lors que vous êtes mis d'accord pour rompre le contrat de travail. Donc c'est une rupture d'un commun accord, la rupture conventionnelle. Donc ce régime social a changé. En fait, jusqu'au 31 août 2023, le régime dépendait de l'âge du salarié et du fait qu'il ait atteint ou non l'âge de départ à la retraite. Désormais, à partir du 1er septembre 2023, peu importe son âge, peu importe sa situation au regard de la retraite, le même régime social sera applicable à tous les salariés. Donc, le premier changement, c'est le forfait social de 20%. Le forfait social de 20%, donc, qui était dû sur la fraction de l'indemnité exonérée de cotisation sociale, il est supprimé et il est désormais remplacé par une contribution unique de 30%. Donc, forcément, aujourd'hui, ce type de rupture, alors certes à l'amiable et qui peut être beaucoup plus intéressante dans certains cas, notamment quand vous n'avez aucun élément disciplinaire ou autre, qu'on n'est pas sur des cas d'inaptitude, c'est quand même un mode de rupture, étant donné qu'il est d'un commun accord avec le salarié, qui vous permet quand même de vous prémunir contre un certain nombre de contestations, en tout cas sur la rupture du contrat. Mais c'est vrai que le fait d'avoir supprimé le forfait social de 20% et de l'avoir remplacé par cette contribution unique de 30%, c'est un coût qui est plus important pour les employeurs. Donc l'exonération de cotisations sociales et de CSG, CRDS, elle est maintenue dans les mêmes limites que l'indemnité de licenciement, donc à partir du 1er septembre 2023 également. L'indemnité de mise à la retraite, donc qui a également vu son régime social modifié. Donc jusqu'au 31 août 2023, le régime social dépendait de l'âge du salarié. À partir du 1er septembre 2023, les salariés remplissant les conditions d'éligibilité concerne les salariés qui remplissent les conditions d'éligibilité à la retraite. Donc l'indemnité de mise à la retraite, c'est une somme qui est versée par l'employeur au salarié qui part à la retraite à l'initiative de l'employeur. C'est ce qui distingue mise à la retraite et départ à la retraite. Donc le principal changement, c'est que cette indemnité de mise à la retraite, elle est soumise désormais à une contribution patronale spécifique de 30%, tandis qu'avant, elle était soumise à une contribution patronale de 50% sur la totalité de l'indemnité de mise à la retraite. Aujourd'hui, ces 30%, c'est dû uniquement sur la partie exonérée de cotisation sociale. Le bulletin officiel de la sécurité sociale a apporté une précision importante. C'est bien applicable aux indemnités qui sont versées lorsque le terme du contrat est postérieur au 31 août 2023. Donc, quand on vous dit applicable à compter du 1er septembre 2023, c'est bien la date de fin de préavis qu'il convient de regarder et non la date de notification de mise à la retraite. On peut passer au slide suivant. Merci beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit, pour la mise à la retraite, c'est bien la date de fin de préavis qu'il convient de retenir. Concernant les ruptures conventionnelles, il faut bien prendre la date de rupture qui est précisée dans le formulaire CERFA et non la date de versement de l'indemnité ou la date de signature de la convention.
En matière fiscale, la situation va différer selon la situation du salarié au regard de la retraite. Donc, ce sera exonéré dans les limites prévues par la législation fiscale pour les salariés qui ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Et ce sera imposable dès le premier euro pour les salariés en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut poursuivre avec le sujet suivant, donc le fameux point de vigilance sur l'utilisation des véhicules de l'entreprise et contrôle URSSAF. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un point qu'on trouve important d'aborder dans cette webconférence. Je laisse la parole à Tiffany. À Céline, excusez-moi. C'est pas grave, Nedjema, merci. Oui, donc comme l'a dit Nedjema, c'est pas une nouveauté, mais c'est plus notre retour d'expérience qu'on souhaite vous partager lors des contrôles URSSAF. Et depuis qu'on n'est plus dans les mesures Covid, effectivement, les inspecteurs retournent volontiers en entreprise. Et donc s'attachent à contrôler un certain nombre d'éléments et se positionnent moins en fait sur les contrôles en eux-mêmes de la paye parce qu'ils savent qu'avec les logiciels de paye qui sont assez performants, eh bien, il y a moins d'erreurs de cotisation. Donc, ils vont chercher d'autres éléments et notamment sur les véhicules. Alors, les véhicules, on avait donc la règle de base, c'est que lorsque l'employeur met à disposition un véhicule de service pour son personnel, eh bien, dès lors que ce véhicule est à usage uniquement professionnel, bien entendu, il n'y a pas d'avantage pour le salarié et donc pas de cotisation sociale à payer dessus. Toutefois, dans la pratique, il arrive souvent que ce véhicule qui est destiné à un usage uniquement professionnel, eh bien, l'employeur, par tolérance, autorise les salariés à l'utiliser à titre personnel. Alors, lorsqu'il s'agit très ponctuellement d'un trajet personnel pour partir du lieu de travail, se rendre au domicile du salarié, parce que le lendemain, il doit partir en déplacement sur un chantier, a priori, ça ne posera pas de problème. Mais lorsque tous les jours, en fait, le salarié garde le véhicule de société, qu'il l'utilise pour des trajets personnels, donc notamment domicile, lieu de travail, également le week-end, voire pour partir en vacances, eh bien, il en résulte pour lui un avantage en nature. Et cet avantage en nature, il doit être calculé selon des règles spécifiques et soumis à cotisation, puisque de l'autre côté, il fait des économies en fait sur un véhicule qu'il aurait dû acheter ou qu'il possède déjà, mais qui pendant ce temps eh bien, ne s'use pas. Donc, jusqu'à présent, et dans la plupart des cas, les inspecteurs URSSAF, quand ils constataient sur le parking de l'entreprise ou dans les éléments comptables que les véhicules de service étaient essentiellement des utilitaires de place ou des camionnettes, en principe, ils n'allaient pas plus loin et ils considéraient, et très souvent d'ailleurs à juste titre, que ces véhicules étaient destinés à un usage uniquement professionnel et qu'il n'y avait pas d'avantage en nature qui échappait aux cotisations de sécurité sociale. Mais voilà, depuis quelque temps maintenant, les contrôles se sont un petit peu durcis et donc maintenant, les inspecteurs demandent à ce qu'il y ait un carnet de bord pour justifier de l'utilisation professionnelle du véhicule. Pourquoi? Parce qu'aucun texte, en fait, prévoit qu'il y ait une présomption d'utilisation professionnelle d'un véhicule dès lors que ce n'est pas un véhicule de tourisme et que c'est un utilitaire ou une camionnette. Donc, il est très important dans vos véhicules de service, que ce soit des 2 places commerciaux ou des véhicules 4 places ou 5 places de tourisme, de mettre en place ce qu'on appelle un carnet de bord. Donc, dans ce carnet de bord, vous allez recenser le nombre de kilomètres parcourus, le nom du client ou du chantier qui a été visité. Et ce carnet de bord, il doit rester dans le véhicule et il faut vraiment communiquer à vos équipes qu'ils notent bien les kilomètres à chaque fois qu'ils utilisent le véhicule de société. Parce qu'en cas de contrôle URSSAF, clairement, s'il n'y a pas ce carnet de bord à l'intérieur du véhicule, si vous n'êtes pas en mesure de rapporter la preuve que c'est bien pour un usage professionnel, eh bien, il y a un risque de redressement au niveau de l'URSSAF et qu'ils aillent calculer un avantage en nature véhicule et vous demander en fait de régler les cotisations avec la pénalité de retard afférente à cette utilisation. Et alors, pour petite information, même l'URSSAF a été contrôlée, puisque les URSSAF sont des organismes privés, comme des entreprises en fait. Et lors d'un contrôle de la Cour des comptes, il a été reproché à une URSSAF en fait de ne pas avoir mis en place de carnet de bord dans les véhicules des inspecteurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces thématiques protection sociale et paye?
Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au sujet pouvoir d'achat. Et donc, Alors, Tiffany démarre ce vaste sujet. c'est ça. Donc effectivement, on va parler un petit peu du projet de loi sur le partage de la valeur. Donc pour rappel, en février dernier, le 10 février exactement, les partenaires sociaux ont conclu un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Qui avait pour objet notamment de mieux associer les salariés aux performances des entreprises. Et plutôt que de laisser cette obligation uniquement aux grandes entreprises ou à partir de 50 salariés, il voulait également étendre ce partage de la valeur aux TPE, PME. Donc, suite à cette année, le gouvernement a voulu également prendre la main sur ça et donc un projet de loi a été rédigé. Il a été adopté donc par l'Assemblée nationale le 29 juin dernier avec quelques amendements par rapport à l'ANI. Donc, on va en voir quelques-uns. Et donc, aujourd'hui, on n'a toujours pas de loi définitive. Le projet de loi est toujours en navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, le Sénat est censé examiner ce projet de loi, on espère là rapidement, puisque vous allez le voir, les députés ont voulu avancer une date à janvier 2024 pour l'application de cette loi-là. Donc, il va falloir qu'ils soient assez réactifs pour qu'on adopte cette loi. Donc, parmi les axes de réflexion de travail sur ce projet de loi, on a un renforcement du dialogue social sur les classifications des emplois. Donc, ce sujet-là, on ne va pas le traiter aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez d'éléments aussi dans le projet de loi. Donc, par contre, le sujet qu'on va traiter, c'est l'objectif de faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur, simplifier leur mise en place et le développement de l'actionnariat salarié avec la possibilité de prendre des actions gratuites pour les salariés. Alors, il y a deux parties. Il y a les nouvelles expérimentations pour les entreprises de moins de 50 et après, Céline traitera des mesures qui sont envisagées pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, concernant les entreprises de moins de 50 salariés, il y a deux expérimentations qui vont être menées, enfin, qui aimeraient être menées sur une période de 5 ans à compter de la promulgation de la loi. Donc, la première expérimentation qui est prévue, c'est la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur qui sera obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour les entreprises de moins de 50. Donc ça a été une modification par rapport à l'ANI, puisque l'ANI prévoyait une application au 1er janvier 2025. Donc, ça a été avancé. Donc, qui sont concernés par ce dispositif? Toutes les entreprises de 11 à 49 salariés dès lors qu'elles sont profitables, donc dès lors qu'elles ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Donc, ces entreprises-là, dès lors qu'elles sont donc profitables avec cette augmentation de leurs bénéfices, seront obligées de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Donc, par exemple, là, à compter de 2024, on va prendre en compte le bénéfice net social qui a été réalisé par l'entreprise de 2021 à 2023. Et on va voir si elles sont obligées, si elles rentrent dans le cadre de ce dispositif ou pas. Alors, comment est-ce qu'on met en place ce dispositif? Il y a 3 possibilités. La première, ça va être de mettre en place soit un dispositif d'intéressement. Donc, pour rappel, l'intéressement est facultatif, mais là, il va devenir obligatoire pour ces entreprises-là. Ou alors, on met en place un accord de participation de façon volontaire, uniquement par accord d'entreprise, parce qu'on ne pourra pas le mettre en place par décision unilatérale. Donc là, je vais un peu le développer, ce dispositif-là, sur la deuxième slide. Donc, soit on met en place la participation, soit l'intéressement. Deuxième possibilité, on effectue un abondement sur le plan d'épargne entreprise, le plan d'épargne salariale que l'on aura mis en place au sein de notre structure. Et enfin, la troisième option qui s'offre à vous, si on est dans l'obligation de mettre en place ce dispositif, c'est de verser la prime de partage de la valeur. On va le voir un peu plus tard, c'est Nedjema qui traitera de ce sujet avec une extension très probable de la PPV avec les exonérations sociales intéressantes par la suite sur les années à venir.
Un point également important, c'est que ce dispositif-là va également concerner toutes les structures d'économie sociale et solidaire. Donc, ça veut dire que les associations, les mutuelles, les coopératives seront également concernées par ce dispositif-là. Alors, sous réserve qu'un accord de branche, donc la convention collective, soit étendu et prévoit l'obligation de mettre en place ce dispositif. Donc là, ça va être les partenaires sociaux au niveau de la branche qui vont devoir négocier. Et deuxième point, c'est que par nature, ces structures-là n'ont pas de bénéfice net fiscal. Donc là, on va se concentrer sur la situation économique de cette association, enfin en tout cas de cette structure. Et il est fort probable que ce soit mieux précisé dans le cadre des accords de branche, ce qu'on entend par situation économique, quelle est la situation économique favorable ou qui va nous obliger à mettre en place ces dispositifs pour ces structures-là. Donc ça, c'était la première expérience qui va être mise en place. La deuxième expérimentation qui est également prévue sur une période de 5 ans hein, pour les deux, c'est ce que je vous disais, la mise en place d'un accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés de manière facultative et donc avec une formule dérogatoire à la formule légale qui est prévue par le Code du travail. Pour rappel, la participation elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et on a une formule légale obligatoire qui nous est imposée de respecter. Dans ce cadre-là, les entreprises de moins de 50 pourraient éventuellement mettre en place la participation avec une formule qui serait potentiellement moins favorable que celle prévue par la loi. Ce dispositif ne pourra être mis en place que par accord d'entreprise et non pas par décision unilatérale. Comme vous le savez, l'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, alors à certaines conditions. Mais là, pour la participation volontaire, on devra obligatoirement passer par un accord d'entreprise ou bien, si l'accord de branche que vous appliquez a prévu et a étendu ces dispositions à la participation volontaire pour les entreprises de moins de 50, alors on aura la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un accord type en passant par la branche. Voilà. Donc, ça, c'était pour les deux mesures pour les entreprises de moins de 50. Maintenant, on va voir quelles sont les mesures envisagées dans ce projet de loi pour les entreprises de plus de 50 salariés. On a juste une petite question, enfin une question, Tiffany. Non, mais c'est pas grave parce que j'ai le chat devant les yeux. Est-ce que donc est-ce que les associations sont concernées par la prime de partage de la valeur? Oui, bien sûr. Alors oui, du coup, bon, d'une part, vous avez la possibilité de verser, mais ça, je vois qui a posé la question et je sais qu'elle l'a mis en place. Par contre, sur l'expérimentation, donc celle-là, je reviens sur la slide, l'obligation de ce dispositif a bien été étendue. Alors après, on va voir, hein, on en est qu'au projet de loi. Mais ce dispositif a effectivement été étendu aux associations. Y a-t-il une obligation? Moins de 10. Alors, non, du coup, là, on est bien sur les entreprises de 11 à 49 salariés qui sont concernées par ce dispositif-là. Donc, les entreprises de moins de 10 ne sont pas concernées. Hop. Ben là, alors, cette deuxième expérimentation concerne-t-elle les entreprises de moins de 11? Alors, non, enfin, vous pouvez, en fait, là, il n'y a pas d'obligation. C'est une formule que vous pouvez mettre en place. L'entreprise de moins de 50 elle a la possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Alors que dans la première expérience, c'est une obligation pour les entreprises entre 11 et 49 salariés qui sont profitables. Alors, ce sera courant 2024, en fait. Ce dispositif est applicable au 1er janvier 2024. À quelle période devons-nous être dotés d'un accord ou devons-nous verser la PPV? Donc là, on en est qu'au stade de projet de loi. Donc, il n'y a rien encore de définitif. Le dispositif sera, alors, a priori applicable au 1er janvier 2024. Donc, ça veut dire qu'à compter de 2024, on va prendre le bénéfice net de la société sur les 3 années précédentes, 2021, 2022, 2023. Et si effectivement on répond à la condition du bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires, dans ce cas-là, sur 2024, il faudra mettre en place soit une PPV, donc vous aurez toute l'année
a priori, hein, l'année civile 2024 pour la mettre en place, soit mettre en place la participation ou l'intéressement, sachant que on a des délais, donc il faut le faire dans un certain cadre, hein. L'accord ou l'ADE doit être conclu au plus tard mai 2024, du coup, pour pouvoir être appliqué sur l'année. Et après, l'abondement, ça, on peut le mettre en place également sur 2024. Voilà, exactement. On attend, on attend juste que la loi soit définitivement adoptée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y aura un décret qui viendra compléter la loi, comme c'est très souvent le cas sur des précisions qu'on n'a pas. Donc voilà. Quel est l'intérêt, sachant qu'il existe déjà la participation ou l'intéressement obligatoire? Alors là, je parlais que des entreprises de moins de 50 salariés où et la participation n'est obligatoire qu'à partir de 50 salariés. Là, les mesures que je vous ai présentées ne concernent que les entreprises de moins de 50 salariés. Là, maintenant, on va voir avec Céline les mesures qui sont envisagées pour les entreprises de plus de 50. Je passe le slide, pardon. Ouais. Voilà. Alors, pour les entreprises de plus de 50 salariés, donc ce seraient des mesures qui seraient d'ailleurs obligatoires et on n'est pas dans un régime d'expérimentation par rapport à ce qui a été présenté pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, il y aurait déjà une nouvelle obligation de négocier sur les bénéfices exceptionnels pour les entreprises de 50 salariés en plus. Donc, cette obligation de négocier ne concernerait que les entreprises dotées d'un délégué syndical. Mais bon, en principe, à ce seuil-là, il y a un délégué syndical. Et elle devrait donc ouvrir des négociations portant sur la définition d'un bénéfice exceptionnel de l'entreprise et les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés. Et dans ce cadre-là, elle devrait recourir à l'une des 3 options suivantes. Alors, soit le versement d'un supplément de participation, puisque pour le coup, dans ces entreprises-là, la participation est obligatoire, soit le versement d'un supplément d'intéressement, s'il y a déjà un dispositif d'intéressement qui est en place, ou soit l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement s'il n'existe pas, une prime de partage de la valeur ou un abondement, voire un abondement supplémentaire dans un plan d'épargne entreprise. Et donc, la définition du bénéfice exceptionnel serait établie dans le cadre du dialogue social avec les délégués syndicaux. Alors, c'est là où tout le nœud de cette affaire, parce que ça va vraiment porter sur qu'est-ce qu'on entend par bénéfice exceptionnel, et donc quels seraient les critères de définition de l'augmentation du bénéfice exceptionnel. Donc, dans le projet de loi en question, il s'agirait de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, des bénéfices réalisés lors des années précédentes ou des événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice. Donc, les entreprises déjà couvertes par un accord d'intéressement ou de participation au moment de la publication de la loi devront engager une négociation d'ici le 30 juin 2024 pour définir ce qu'est un bénéfice exceptionnel et comment il sera partagé avec les salariés. Donc, quand on parle du 30 juin 2024, si le projet de loi est voté en l'état, en fait, on y sera assez rapidement. Donc, ça veut dire qu'il faut entamer dès à présent, ou du moins dès le début de l'année 2024, la réflexion sur les modalités de la négociation et la notion, en fait, de ce bénéfice exceptionnel. Alors, un autre dispositif qui, pour le coup, lui, est facultatif, donc a été créé en fait par cette ANI et repris dans le projet de loi, c'est le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Donc, ce dispositif pourra être institué, donc pour l'instant uniquement par accord d'entreprise et pour une durée de 3 ans. Il devrait être collectif, donc tous les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté devront pouvoir en bénéficier. Donc, on pourra quand même prévoir une condition d'ancienneté pour exclure les salariés nouvellement embauchés. Et il permettrait aux salariés de bénéficier d'une prime alors, ce n'est pas une prime de partage de la valeur, mais une prime de partage de la valorisation de l'entreprise, dans le cas où la valeur de l'entreprise aurait augmenté au cours des 3 années suivant la date fixée dans l'accord. Donc, on va être sur un plan triennal, en fait.
Alors par contre, là, c'est très intéressant parce que le montant maximal qui pourra être attribué par salarié au titre de cette prime et par exercice, donc il s'élèvera aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc j'ai fait le calcul par rapport au plafond de cette année et on est quasiment à 33 000 euros. De mémoire, 32 994 euros pour l'année 2023. Donc c'est quand même des sommes très importantes. Donc ces sommes, elles pourront être placées dans un plan d'épargne salariale ou retraite de l'entreprise et elles bénéficieront dès lors qu'elles sont placées, d'un régime social et fiscal intéressant, puisqu'elles seront exonérées de cotisations sociales. Alors, non soumises au forfait social, mais à une contribution patronale spécifique de 20%. Et elles seront exonérées d'impôt sur le revenu, mais l'exonération est beaucoup plus basse pour l'impôt sur le revenu, puisque c'est environ 5% du montant maximum qui peut être versé, et dès lors que la prime est placée dans le plan d'épargne. Donc, si vous n'avez pas de questions sur ce plan de partage de la valorisation de l'entreprise, je cède la parole à Nedjema qui va vous rappeler les principes de la prime de partage de la valeur et les nouveautés concernant cette prime qui sont inscrites dans le projet de loi. Exactement. Merci Céline. Donc, pour ce qu'on va voir sur les 2 premiers slides, ça va être vraiment des rappels sur la mise en place, les bénéficiaires, les montants maximales, les critères de modulation et les conditions sur le régime social et fiscal. Et on verra à la fin de ces deux rappels, on verra les évolutions en lien avec l'ANI qui concerne le partage de la valeur au sein de l'entreprise. Donc, sur la mise en place, pour rappel, ça peut être mis en place par décision unilatérale de l'employeur ou par accord d'entreprise. Donc, si on est sur la mise en place par décision unilatérale de l'employeur, bien entendu, si un CSE existe au sein de votre structure, il faudra d'abord consulter le CSE avant de mettre en place la PPV par DUE. Alors, si vous êtes sur une entreprise dépourvue de CSE, il faudra informer par tout moyen vos salariés. Donc, généralement, on est sur un émargement, une remise en main propre, une copie de la décision unilatérale. Le contenu de cette DUE ou de cet accord. Principalement, ça va comporter Alors, je réponds en direct comme ça parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de conditions, consulter ou informer, c'est consulter le CSE. Alors, au niveau du contenu de votre DUE ou de votre accord, ça va comporter à minima, bien sûr, le montant de la prime, la date à laquelle sera apprécié le critère de présence dans l'entreprise, alors dans les limites qui sont prévues par la loi. Le cas échéant, l'exclusion des salariés dont la rémunération est supérieure à un certain plafond et le niveau de ce plafond. Éventuellement, les modalités de la modulation, puisqu'on va le voir par la suite, on a des critères de modulation qui sont prévus. Au niveau des salariés bénéficiaires, donc c'est l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail. Donc, quand on dit titulaire d'un contrat de travail, les apprentis sont liés par un contrat de travail, donc ils sont concernés. À l'inverse, les stagiaires, même s'ils perçoivent une gratification, ils ne peuvent pas bénéficier de la prime qui sera mise en place. Concernant les intérimaires qui sont mis à disposition dans l'entreprise, à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l'accord ou à la date de signature de la décision unilatérale, ils seront concernés également et la prime sera non applicable aux dirigeants non salariés. Sur les montants d'exonération, donc on a un montant de base qui est de 3 000 € par an et par bénéficiaire et ce montant de 3 000 € peut être porté jusqu'à 6 000 € dans certains cas. Donc, ça va pouvoir être porté jusqu'à 6 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés qui appliquent un dispositif de participation volontaire, pour les associations et les fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, et les travailleurs handicapés sous contrat de soutien et d'aide par le travail dans les ESAT. Et donc, cette exonération jusqu'à 3 000 € par an et par bénéficiaire ou jusqu'à 6 000 €, elle est appréciée sur l'année civile. Ok, merci. Donc, sur les critères de modulation de la prime possible, on a 5 critères. La durée de travail qui est prévue au contrat, la durée de présence effective pendant l'année écoulée, l'ancienneté dans l'entreprise, la rémunération et le niveau de classification.
Donc, ces 5 critères, vous n'êtes pas obligé de décider de moduler sur ces 5 critères. Vous pouvez décider de moduler uniquement sur l'ancienneté dans l'entreprise, par exemple. Attention aux critères de modulation. Alors, il n'y a pas une règle fixe qui viendrait vous dire si vous mettez un palier moins de 6 mois, plus de 6 mois, c'est tant d'euros. Par contre, en fait, le boss a précisé que dès lors que vous mettez, par exemple, le critère d'ancienneté, il ne faut pas qu'il y ait des montants disproportionnés. Donc, par disproportionné, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans l'exemple que j'ai dit juste avant, si on retient une ancienneté, donc 2 paliers, ancienneté inférieure à 6 mois, ancienneté supérieure à 6 mois au sein de votre structure, et que vous mettez donc 500 € pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois et 3 000 € pour ceux dont l'ancienneté est supérieure à 6 mois. Là, pour le coup, ça peut être jugé disproportionné. Donc, il n'y a pas de règle, c'est vraiment à évaluer en fait au cas d'espèce et à chaque cas particulier. Selon les paliers d'ancienneté que vous mettez, on va dire que c'est toujours mieux de mettre plusieurs paliers, ce qui vous permet en fait de monter, par exemple, de démarrer avec 500 €. C'est un exemple, hein, mais 500 € pour les moins de 6 mois, et puis de monter pour éventuellement, selon ce que vous avez décidé d'appliquer comme montant max, arriver aux 3 000 €, voire aux 6 000 € si vous êtes dans un des cas qui vous permet de bénéficier d'une exonération qui peut aller jusqu'à 6 000 €. Donc cette prime, elle peut être versée en plusieurs fois avec un versement par trimestre au maximum. Donc l'objectif en fait de cette limitation, c'est d'éviter que de trop nombreux versements remplacent des augmentations de salaire ou alors des primes. Et donc, je rappelle le principe, c'est que la PPV ne peut pas venir se substituer à des éléments de salaire qui soient prévus par le contrat de travail, que ce soit des éléments prévus par la loi, la convention collective, un usage. C'est vraiment important de ne pas venir substituer, lorsque vous mettez en place une PPV, de vous dire que finalement, j'accorde le montant de X € et que ça viendrait en lieu et place d'une prime ou d'un usage ou d'une disposition conventionnelle. Donc sur le régime social et fiscal. Donc en fait, si on distingue, on va avoir un régime qui va être applicable, qui est applicable depuis le 1er juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, et on aura un régime applicable à partir du 1er janvier 2024. La distinction, en fait, ça va être sur le niveau de salaire. Jusqu'au 31 décembre 2023, on va venir distinguer les salariés qui ont des rémunérations inférieures à 3 SMIC et les salariés qui ont une rémunération supérieure ou égale à 3 SMIC. Tandis qu'à compter du 1er janvier 2024, on n'aura plus cette distinction de salaire. Pour les primes qui sont versées du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, on est sur, pour les cotisations sociales, une exonération, donc dans les 2 limites qu'on a vues précédemment, 3 000 € ou 6 000 € par an et par bénéficiaire. Une exonération de CSG-CRDS dans les mêmes limites, 3 000 € ou 6 000 €. Exonération d'impôt sur le revenu toujours dans les mêmes limites et pas de forfait social, quel que soit l'effectif de la structure. Pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 SMIC, on aura une exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € par an et par bénéficiaire jusqu'au 31 décembre 2023. On aura la CSG, la CRDS qui sera due, la prime sera imposable sur le revenu, et on aura un forfait social pour les entreprises de 250 salariés et plus, et sur la fraction exonérée de cotisation. Pour le régime applicable à partir du 1er janvier 2024, donc quel que soit le niveau de salaire, là on n'a plus cette distinction, ce sera exonéré dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € par an et par bénéficiaire. La CSG, la CRDS sera due et ce sera imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Concernant le forfait social, ça concernera les entreprises de 250 salariés et plus sur la fraction exonérée de cotisation. Alors, je vais, avant d'avancer sur le sujet de l'évolution justement de cette PPV en lien avec le projet de loi qui transpose l'ANI relatif au partage de la valeur dans l'entreprise, je vais prendre une question qui vient d'être posée. Sur la prime, ça m'a échappé peut-être sur les précédents slides. Est-ce que le montant doit être identique pour tous les salariés? Non, justement, en fait, vous pouvez moduler le montant de la prime par rapport aux 5 critères qu'on a vus, donc l'ancienneté, la durée de présence effective, les 5 critères que vous pourrez retrouver dans la présentation qui vous sera envoyée par mail. Donc, tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple. Si vous retenez un critère de modulation basé sur l'ancienneté,
Alors, c'était qu'un exemple, hein, on pourrait fixer plusieurs paliers, mais j'avais dit si on retenait, par exemple, une ancienneté, on fait 2 paliers, une ancienneté inférieure à 6 mois, une ancienneté supérieure à 6 mois. Ça vous permet de, par exemple, prévoir dans votre DUE ou dans votre accord que les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois percevront X euros et les salariés dont l'ancienneté est supérieure à 6 mois percevront X euros. Voilà. C'est juste qu'en fait, quand vous modulez les montants, ça ne doit pas être des montants disproportionnés. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas de règle fixe avec des montants annoncés par la direction de la sécurité sociale. On vous dit juste attention aux montants disproportionnés. Alors, bien entendu, si vous avez des questions et qu'au cas d'espèce, vous avez besoin d'être conseillé parce que vous souhaitez mettre en place ce type de prime dans votre structure, vous verrez, on reviendra en fin de présentation, mais vous avez les contacts en région qui pourront vous conseiller sur les montants et voir avec vous ce que vous pouvez faire en termes de paliers et de modulation. Donc, sur l'évolution de la prime de partage de la valeur, en lien avec ce projet de loi qui transpose l'ANI relatif au partage de la valeur en entreprise, on a la possibilité d'attribuer 2 primes par année civile. Donc, actuellement, on est sur une possibilité d'attribuer une prime. On serait sur 2 primes par année civile. Par contre, on resterait bien dans les limites d'exonération avec les plafonds de 3 000 € ou 6 000 € dans les cas qu'on a vus précédemment. Et le nombre de versements autorisés, on resterait sur versement en 4 fois avec au maximum 1 fois par trimestre. Pour le régime d'exonération sociale, on aurait pour les entreprises de moins de 50 salariés un maintien du régime d'exonération sociale et fiscale sur les années 2024, 2025 et 2026. Donc, c'est ce qui est à date dans le projet, sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres modifications, c'est ce qui sera prévu. Et donc, enfin, on aurait la possibilité de placer la prime de partage de la valeur sur un plan d'épargne salariale ou d'épargne retraite entreprise. Et dans ce cas, on aurait une exonération de l'impôt sur le revenu pour les sommes bloquées dans la limite des plafonds de 3 000 € et 6 000 € selon le cas. Je regarde le chat. Nous avons versé une prime de partage de la valeur aux salariés en début d'année. À ce jour, le gérant regrette de ne pas avoir prévu plus. Quelle solution avons-nous pour verser un complément éventuel? Et bien justement, en fait, avec cette évolution, vous auriez la possibilité, donc en début d'année, j'ai versé une PPV d'un montant de, je sais pas, 1 000 €, admettons. Et finalement, je verse ça en février, puis je me dis, je voudrais verser un complément. Et ben, quand je vous disais en premier point, en fait, sur ces évolutions, que vous allez avoir la possibilité d'attribuer 2 primes par année civile, justement, ça vous permet de venir faire un complément, puisque désormais, vous n'êtes plus enfermé sur une seule prime par année civile, mais la possibilité, enfin, vous seriez, parce que ça reste tant que le projet de loi définitif n'est pas sorti, mais on aurait la possibilité d'attribuer 2 primes. Juste, pardon, je complète ce que tu dis, parce que je pense que c'est pour cette année 2023 la question. Ah, pour cette année. D'accord, non, pour cette année, du coup, si la prime a été versée, ce ne sera pas possible de verser un complément. Et le deuxième versement doit être prévu dans la décision unilatérale au moment de la mise en place. Donc, il faudrait presque faire un annulé-remplace, en fait, pour revenir sur ce qu'on avait prévu au début. Donc, si on a des salariés intérimaires ou en partage salarial, on doit aussi leur verser une prime, ou c'est l'entreprise intérimaire qui doit la verser? Oui, les salariés intérimaires peuvent bénéficier de la prime de partage de la valeur dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice. Alors, il est possible de faire 2 versements par an. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment, à date, non, sauf avec les précisions que mes collègues vous ont apportées. Par contre, avec les évolutions qui sont projetées, ce serait possible à partir du 1er janvier 2024. Si une prime exceptionnelle est versée à tout le monde, mais que le mode de calcul n'est pas défini, elle ne peut donc pas passer par la PPV. Je ne suis pas certaine d'avoir saisi votre question. Juste ce que je peux vous dire, de ce que j'en comprends, mais n'hésitez pas à me faire des précisions si j'ai mal cerné le sujet. Justement, ce qu'on disait tout à l'heure quand on expliquait que la prime de partage de la valeur ne peut pas venir se substituer à des éléments de salaire. Là, étant donné que vous m'évoquez une prime exceptionnelle,
vous ne pouvez pas remplacer le versement d'une prime exceptionnelle. En tout cas, la PPV ne va pas venir se substituer à une quelconque prime, que ce soit une prime exceptionnelle ou une autre prime. Donc, pour moi, c'est deux choses distinctes et vous ne pouvez pas justement remplacer le paiement, enfin le versement d'une prime exceptionnelle par le versement de la prime de partage de la valeur. Céline ou Tiffany, il y avait peut-être des compléments. Je pense que c'est non. Oui. Non, tout à fait, on peut ça. pas. Si vous avez déjà versé une prime exceptionnelle, on ne peut pas la transformer en prime de partage de la valeur sur un mois ultérieur. Donc là, vous restez en prime exceptionnelle chargée et donc on ne peut pas substituer cette prime exceptionnelle. Par contre, pour l'avenir, organiser effectivement une prime de partage de la valeur et peut-être éventuellement revoir les conditions de versement de la prime exceptionnelle. Voilà. Et non, légalement, on ne peut pas faire un annule et remplace, malheureusement, hein. Donc, c'est vrai que si on a prévu un montant initial et qu'on veut ensuite verser un complément et qu'on n'avait pas prévu de verser, par exemple, la prime en 2 fois, pour l'instant, on ne peut pas faire de DUE, ni normalement, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a déjà fait signer aux salariés, en fait. C'est-à-dire que la DUE doit être mise en place avant le versement. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Donc, dans tous les cas, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas justement à nous contacter. Vous avez donc sur les slides qui s'affichent actuellement les contacts dans nos différents bureaux de l'équipe juridique. Donc vous les retrouverez, hein, le support vous sera adressé par mail. N'hésitez pas à revenir pour des besoins, des questions complémentaires, des besoins de précision ou tout type de conseils dont vous auriez besoin. Donc le lien sera bien envoyé, hein, le support, tout le monde recevra le support. Et puis nos équipes se tiennent à disposition si vous avez des questions. Alors je vais prendre quand même juste une dernière question qui a été posée dans le chat. Si je comprends bien, on a versé une prime PPV de 500 € en début d'année par une DUE. Donc, on ne peut pas verser une deuxième prime avec une deuxième DUE. À date, non, c'est pas possible. Donc, par contre, et sous réserve que le projet de loi soit adopté sans modification sur ce point, à partir du 1er janvier 2024, ce serait possible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. Écoutez, je vous remercie toutes et tous de votre participation à cette webconférence et je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée.